Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui avec Jean-Philippe de Garat, ancien avocat et magistrat et auteur de ce livre Un monde perdu, c'est aux éditions Le Lys Bleu. Jean-Philippe de Garat, bonjour. Bonjour André Berkov. Écoutez, on est heureux de vous accueillir, on vous a déjà accueilli ici, vous êtes aussi écrivain, essayiste, vous avez écrit beaucoup de romans, et ce dernier, Un monde perdu, donc aux éditions du Lys Bleu, et vous dites ceci, et on l'explique quand on ouvre ce livre que je vous recommande, auditeurs, résidents de Sud Radio, c'est un roman, mais c'est un roman qui parle de faits réels et de quelque chose qui nous occupe beaucoup. Mais vous avez dit ceci. De bons amis m'ont demandé pourquoi écrire un tel ouvrage. La cause est très simple. Entre autres, j'ai exercé les fonctions de juge correctionnel à Meaux de 1995 à 2010. Alors, en quoi cela vous a incité, même plus que ça, exigé que vous écrivez un tel ouvrage ? André Berkov, 9 janvier 2003, enlèvement d'Estelle. Estelle Mouzin. Vous le savez bien, l'État a toujours raison dans ce pays, surtout quand il a tort, par manque d'esprit pratique. L'enlèvement, c'est un crime qui va être suivi de 2 autres, le viol et l'assassinat. Et donc, pour endiguer cette spirale, il faut aller très vite, être pratique, avoir une méthode, être opérationnel. Les policiers distinguent ce qu'on appelle les rapts propres, et je vais prendre volontairement des exemples historiques un peu lointains pour prendre de la distance. Le premier exemple en étant Éric Peugeot, en 1960, enlevé, rendu à ses parents après le versement d'une rançon dans le 17e arrondissement de Paris. Et l'enlèvement sale, c'est le cas en 1964 d'un petit garçon de 10 ans, je rappelle qu'Estelle a 9 ans, Luc Taron, par Lucien Léger, au métro Villiers dans le 17e arrondissement, par l'étrangleur. Pourquoi je vous parle du 17e arrondissement et des années 60 ? C'est parce que des enfants très proches de moi ont été enlevés dans le 17e arrondissement dans les années 60, et que c'est la réaction immédiate des proches et un peu de chance qui ont permis de faire échec à cet enlèvement. Le moins que je puisse en dire, c'est qu'avant d'exercer les fonctions que j'ai exercées, j'étais sensibilisé à ces choses. Dans les années 60, André Berkov, la police à Paris était partout. Il y avait des bornes d'appel, des commissariats de quartier ouverts 24 heures sur 24, 365 jours. Dans les années 60. Dans les années 60. Des motards à pied, en voiture, des contrôles. Mais surtout, on oublie toujours les détails, on oublie toujours l'esprit pratique. Les vitres teintées étaient interdites. Les fourgons, les camionnettes étaient systématiquement ouvertes par la police. Vous ouvriez vos portes. Alors, j'ai le souvenir personnel d'avoir vu ouvrir ces portes de, vous savez, ces berlingots style Louis la Brocante de ces années-là. Il y avait des concierges, les gens étaient réactifs dans la rue. Alors les juristes sont bien gentils, avec leur cadre légal, avec l'interdiction de ceci, cela, mais le premier droit, c'est le droit à la vie. Évidemment. Et dans les années 90, à Arlington, au Texas, une petite fille de 9 ans, Amber, a été enlevée et assassinée. Les Américains ont tous les défauts de la terre, mais ils ont l'esprit pratique et ils se sont aperçus que c'était bien joli, la police, le shérif, le FBI, les pompiers, la garde nationale, les hélicoptères, les hommes grenouilles, les barrages sur les routes, mais qu'on avait oublié l'essentiel qui était le temps. Le temps, il faut arrêter, figer le temps pour éviter qu'on passe de l'enlèvement aux 2 crimes qui vont suivre. On arrête tout, on ne travaille plus. On bloque la zone, une large zone, et on ouvre toutes les portes. Toutes les portes des voitures, toutes les portes portes des maisons. Des maisons, bien sûr. Toutes les portes des écoles, des églises, de tous les lieux.
Et Amber Alert, qui a été donc, Amber c'est le prénom de cette petite Texane, a été transposée par Nicole Gage en 2005. C'est un ministre qui n'a pas fait long feu, elle est restée je crois 1 an. Il y a des ministres qui restent très longtemps et qui ne font rien, il y a des ministres qui passent assez rapidement et qui font quelque chose. Amber Alert a été transposée en France, 2005, Estelle a été enlevée en 2003. Et pour qu'Amber Alert soit mis en place, il faut 4 conditions. La première, c'est que la personne enlevée soit un mineur. En réalité, ce sont des enfants. Ouais. En second lieu, que l'enlèvement soit, révélé. L'enfant n'est pas aux urgences de pédiatrie ou chez ses copains. La troisième condition, c'est que l'enlèvement doit impliquer un risque de mort immédiat, ce qui exclut la quasi-unanimité de ces enlèvements entre parents lors des procédures de divorce. On appelle ça des enlèvements. En réalité, l'enfant est chez le père ou la mère. Et surtout, l'enlèvement doit donc impliquer ce risque de mort, mais la zone géographique et le type de véhicule doit être déterminé. Et j'en reviens à cet aspect pratique, c'est que on ne peut pas ouvrir les véhicules comme ça. Dans le cas d'Estelle, on va y revenir. On va en parler du cas d'Estelle, on va en parler, vous avez exposé la chose. On va prendre une petite pause et on va entrer dans le vif du sujet. Estelle Mouzin, Monique Olivier et Jean-Marc Fourniret. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la justice aussi dans tous ses états. Et on en parle parce que demain, à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, commence le procès de Monique Olivier. Qui est Monique Olivier? C'est l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret. Elle est jugée devant la cour d'assises à partir de demain pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et aussi dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parish en 1990. On va en parler et on va surtout parler d'Estelle Mouzin, qui avait 9 ans lorsqu'elle a disparu sur le chemin qui l'a mené de son école au domicile familial le 9 janvier 2003. Donc il y a un peu plus de 20 ans, dans la petite ville de Guermantes, en Seine-et-Marne. Alors, justement, et je rappelle simplement que l'ancien mari de Monique Olivier, le tueur en série Michel Fourniret, avait reconnu être l'auteur de son assassinat. Il est décédé en prison en mai 2021, et donc c'est Monique Olivier, son ex-épouse, qui va être effectivement présente et jugée pour complicité. Alors, Jean-Philippe de Garat, en quoi cette histoire, en quoi vous êtes, vous, à propos de vos fonctions, de président en fonction, être attaché à cette histoire? J'étais magistrat à Meaux entre 1995 et 2010, et l'enlèvement ayant lieu à Guermantes le jeudi 9 janvier 2003, je l'ai appris le lundi suivant, le 13 janvier. Ça a commencé par l'affaire de Guermantes. Et je voudrais dire ici quelque chose qui peut paraître un peu décalé, mais que j'ai ressenti très profondément. Guermantes, c'est un village, c'est pas une ville, c'est un village tout en longueur, avec de larges pelouses. Combien d'habitants à peu près? Je ne pourrais vous dire, parce que c'est dans la conurbation de Bussy-Saint-Georges, et maintenant, j'allais dire, pris dans la grande, banlieue de Mickey, de Disney, du RER A. Donc c'est... Guermantes, avant, était plutôt dirigé vers Meaux, mais le fait de ces transports en commun ont dirigé donc les cadres. Bon. D'accord. Revenons à. Alors revenons à Guermantes. Oui. Guermantes, donc c'est un village en longueur avec un château, un golf, c'est assez résidentiel, et tout de même, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes en France. Guermantes, ce n'est pas n'importe quel nom. Et ce que je vais dire va peut-être paraître décalé, mais Marcel Proust, La recherche du temps perdu, le côté de Guermantes.
Je cite, « Et le nom de Guermantes d'alors est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé l'oxygène. » J'ai eu la première sensation qui était la mienne, était celle d'une profanation. Et c'est un mot que je vais employer à plusieurs reprises dans cette affaire, parce qu'on a non seulement profané un enfant, on a non seulement profané son environnement, mais on a marqué à jamais un village. Guermantes ne sera plus jamais le Guermantes de Proust. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel collègue avait employé cette expression, la princesse de Guermantes, en parlant d'Estelle. Alors donc, vous apprenez cela, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été vécu, c'était il y a 20 ans maintenant, et comment vous, magistrat, est-ce que vous avez été impliqué et comment dans cette affaire ? Je présidais où j'étais l'assesseur d'audience correctionnelle avec des assesseurs qui étaient des juges d'instruction. J'ai vu, parce qu'il y a eu une grande litanie de juges d'instruction, je ne sais plus, je crois 7. Et j'ai vu tout ce à quoi nous avons assisté. La destruction en 2008 d'un restaurant asiatique qui a coûté 300 000 € de remise en état pour l'État, parce que le juge d'instruction avait entendu dire qu'il avait sous la plaque de béton des restes humains. On en était là. C'est avéré complètement... Mais c'était des os de poulet, de cheval, enfin de mouton. Ouais. Ce que je veux dire par tout là... le monde cherchait partout, etc. La sensation que j'en garde, c'est celle d'une perdition. La police, elle, est intervenue assez vite, mais c'est le SRPJ de Versailles, nous sommes à Meaux, c'est pas la porte à côté. Quand je dis que l'État n'a pas de sens pratique, un SRPJ à Versailles avec une antenne à Meaux, ce n'est pas franchement une très bonne organisation. Mais il y a eu toutes sortes de choses. Par exemple, le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui tous les ans a organisé une réunion à la mairie de Guermantes pour sensibiliser et pour que cette affaire ne soit pas... Et il y avait les photos partout, les photos d'Estelle Mouzin partout. Il y avait dans la gare de l'Est, dans la gare de Meaux, etc. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, nous savons que tout ça était trop tard. Nous savons, et on va en parler dans le détail ensuite, le rôle de Monique Olivier dans cet assassinat. La police, mais je le raconte dans ce livre parce que il y a des choses qui paraissent dépasser l'entendement, a été extraordinairement précise, mais le juge d'instruction a demandé à la partie civile, je dis bien la partie civile, de payer la numérisation des 70 tomes. Ce n'est pas, je suis désolé, on consacre beaucoup d'argent pour notre pôle financier, c'est très important de faire condamner le député du Schmoll ou le président Bismuth, mais c'est peut-être plus important de retrouver nos enfants. On peut peut-être consacrer un peu d'argent pour ces affaires. Or là, la numérisation du dossier n'a pas été faite. Et de toutes les façons, la meilleure preuve de ce que je vous dis, puis je vais ajouter un dernier point ensuite. La meilleure preuve, c'est que ce dossier a été délocalisé de Meaux à Paris. On a retiré ce dossier au juge d'instruction parce que les choses n'avançaient pas. Et juste, on sait aujourd'hui, je passe Estelle Mouzin, on sait exactement quand elle est morte. Alors, c'est la grande question qui sera posée à Monique Olivier. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le procès qui va s'ouvrir et qui aura 3 semaines pour faire la lumière. Je voudrais juste dire la chose... Attendez, je voudrais juste dire une chose sur la police. La police a fait un travail remarquable. Elle n'a pas toujours été écoutée. D'accord. La deuxième chose, c'est que dans ce roman, je parle d'un policier qui en est allé jusqu'à consulter des sorcières vaudou. Pour vous dire à quel point à la fois il y avait les méthodes que l'on connaît de la police, mais qu'on nageait dans un océan d'incertitude. Et puis je voudrais revenir maintenant à ce que vous disiez précisément sur cette affaire. Il y a ce qu'on pourrait appeler un esprit provincial dans les recherches. Je n'ai rien contre la province, mais le fait que Fourniret soit ardennais l'a exclu pendant longtemps des recherches qui ont été opérées à Nantes ou dans la région des Mille-Jean. Pourquoi ça l'a exclu ?
Mais parce qu'on considérait que ce crime était un crime régional et que le prédateur devait être soit à Paris, soit à Meaux. En tout cas, on n'imaginait pas un Ardennais qui fasse de tels repérages en Seine-et-Marne, car on sait qu'il y a eu des repérages. Et on sait aussi qu'il y a même une dénonciation de j'en reviens toujours à cet aspect pratique, de ce fourgon sans vitre que Fourniret utilisait. Ouais. Et donc, Fourniret a été longtemps hors de cause, mais encore une fois, je vous avais posé la question, est-ce qu'on sait elle a été enlevée en 2003, on se rappelle. Elle a été enlevée le jeudi 9 janvier 2003 à Guermantes vers 18h30, 19h. Oui. Sa grande sœur l'attendait, ne l'a pas vue venir. Et alors, elle a été tuée, est-ce qu'on sait quand elle a été tuée? Elle a été enlevée par Fourniret et conduite dans les Ardennes, vivante. Et la chose la plus importante, pour moi, c'est le seul point qui compte dans cette affaire, vu de l'extérieur, encore une fois. Oui, bien sûr. C'est que Monique Olivier a gardé cet enfant pendant un jour. Fourniret n'était pas là le vendredi 10 janvier 2003. Et on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas à moi d'accabler, vraiment, ce n'est pas dans ma psychologie ni dans mes habitudes de frapper les gens à terre. Mais cette femme, elle a plus de 70 ans, elle a eu 3 enfants. 3 garçons, dont aucun, à notre connaissance, n'a été violenté, ni aucun n'a été tué. Et la question qui, pour moi, résume tout, est-elle restée dans les Ardennes sous la garde de cette femme pendant un jour pendant lequel, c'est long un jour, on en revient toujours à cette notion du temps. Mais elle a été, je vous répète la question, mais peut-être que vous ne savez pas, est-ce qu'on sait quand elle a été assassinée? Alors, de ce que l'on peut savoir, oui. Fourniret n'était pas là le 10 janvier. Donc elle n'a pas été assassinée le 9, ni dans la journée du 10, puisqu'elle était sous celle qui était comme une gardienne de l'enfer, puisqu'elle savait le sort que cette petite fille allait subir. Elle était complice, ça. Non, je n'aime pas. Je ne trouve. Pas. Je pense pas que le terme soit adapté juridiquement. C'est un co-auteur. C'est un co-auteur. Mais pardon, non, mais on va continuer, Jean-Philippe de Garatte, on a le temps. Mais est-ce que, je répète encore une fois ma question, est-ce qu'on sait, ou on ne sait pas, c'est peut-être le procès qui le montrera, on sait quand on lui a ôté la vie, disons cela, comme ça? Je ne le sais pas. D'accord. En tout cas, elle était vivante le 10. D'accord. Donc il y a eu après, alors on va en parler, et je voudrais justement, parce que votre roman le raconte, à votre ami, et vous avez fait un roman, parce que vous avez beaucoup parlé de cela, et c'est très bien, donc je rappelle Le Monde Perdu. On va en parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, parce que l'affaire Mouzin a enflammé toute la France, et évidemment, et pour cause, et à raison. On va en parler tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'enlèvement d'Estelle Mouzin et là son assassinat ensuite. Jean-Philippe de Garatte, vous racontez dans votre livre, mais je voudrais rappeler aux auditeurs, parce que tout le monde entend parler de cette horrible affaire, mais comment ça s'est passé en fait? Elle avait donc justement Estelle Mouzin, la petite Estelle Mouzin, elle était seule à ce moment-là. Comment Fourniret a pu l'enlever? Fourniret a fait des repérages. Et la deuxième chose, c'est que nous étions au mois de janvier, il faisait nuit. Elle rentre à 18h30 de l'école, elle est accompagnée d'une amie, elle passe devant la boulangerie, son amie rejoint son propre domicile, et elle a quelques centaines de mètres à peine. Nous sommes à Guermantes, c'est un village très allongé, avec des grandes étendues herbeuses, avec des arbres, nous sommes en hiver, et donc elle est seule pendant quelques centaines de mètres. Et ça suffit. Et d'ailleurs, Éric Mouzin en voudra beaucoup à l'institution de ne pas avoir relevé, parce qu'il y en a des détritis de je ne sais quoi, comment dit-on,
nourriture ou de genre de choses qui n'ont pas été, qui ont été perdues ou qui n'ont pas été prélevées. Il y a beaucoup de ce genre de choses dans le dossier. On a oublié, on n'a pas fait. Oui, et donc voilà, et ça s'est passé, comme vous dites, quelques centaines de mètres suffit, quelques secondes suffisent pour faire cela. Et quelle a été, juste après, donc on apprend la disparition d'Estelle Mouzin, et pendant des mois et des mois et des mois, effectivement, son portrait s'affichait partout. On le voyait à la télévision, on le voyait sur les murs, même pas seulement de Guermantes, mais à Paris, partout, dans toute la France, etc. Et c'était quelque chose auquel, à ce moment-là, les gens voyaient ça et puis ils se disaient, voilà. Et vous avez assisté aux réunions de famille des Mouzins à ce moment-là ou pas? J'ai assisté à 2 reprises aux assemblées générales de l'association à Guermantes, qui était présidée par le père, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas foule à la mairie de Guermantes. D'accord. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que dans le flot des affaires, parce que l'administration judiciaire s'occupe de tout, bien sûr. Elle n'a pas un grand sens des priorités, je le dis. Alors, il faut être juste. Le parquet, le procureur de Meaux, dès le lendemain, a ouvert requis l'ouverture d'une information judiciaire pour séquestration, enlèvement et séquestration. Mais le SRPJ, je vous dis, arrive de Versailles. Je voudrais rappeler, pour que les choses paraissent bien justes dans l'esprit des auditeurs, comment les magistrats peuvent appréhender ce genre de choses. Oui. La première chose, c'est qu'il y a 30 000 disparitions par an en France. Il y en a 25 000 qui sont volontaires, sont les gens surendettés ou qui veulent quitter qui disparaissent volontairement. Qui disparaissent. On dit, Ce qui veut dire qu'il y en a 5 000 involontaires. Alors, parmi les 5 000 involontaires, il y a beaucoup d'accidents. L'exemple type qu'on donne toujours, c'est l'infirmière entre 2 patients dans le Massif central qui a disparu comme ça, avec son véhicule, et on a retrouvé le véhicule dans un étang 10 ans plus tard. Mais il y a tout de même un chiffre noir. Et dans mon livre, je parle d'un phénomène qui m'a toujours stupéfait. Les maternités. Vous entrez dans les maternités comme dans un moulin. Ouais. J'ai eu des enfants, je suis allé voir des amis ou des cousines qui avaient des enfants. Il y a beaucoup d'affaires dans les maternités. Et ça date pas d'aujourd'hui. Les enlèvements, les substitutions d'enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un chiffre noir, des boîtes de nuit, des soirées chez les amis, des mauvaises rencontres dans les parkings, et que donc, pour les magistrats, l'histoire d'Estelle était à la fois un peu atypique, mais elle rentre, si vous voulez, dans le flot. Oui. Et oui, donc on s'y intéresse, mais il y a toutes les autres affaires qui sont là. Et on s'y intéresse parce que le père résiste. La grande différence dans cette affaire, j'ai entendu des horreurs. Alors je vais les dire, mais elles seront entendues ou pas. Lorsque le portrait robot du kidnappeur a été affiché, j'ai entendu « Ah, on dirait le père d'Estelle ». Donc, pour vous dire, on entend... Oui, n'importe quoi. Voilà. Toujours, oui. Et je n'ai pas entendu ça au Café du Commerce. Oui, je comprends. Donc, tout cela, pour vous dire, c'est un flot, et on ne peut pas, j'en reviens à ce que je disais en introduction, on ne peut pas faire échec à un enlèvement si toute la population n'est pas présente. Si tout le monde se mobilise pas, quoi, c'est ça. Et que l'on fait en Bertin-Alert, pas seulement avec les pompiers, les gendarmes, etc., avec toute la population. Oui, mais enfin, on peut vous répondre, pardon, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais si on peut répondre, oui, mais tout le monde a un métier, des occupations, etc. Mais il faut savoir quelles sont les priorités. Ouais. Il est important de servir un boc de bière à un client lorsqu'on est garçon de café. Il est peut-être plus important d'arrêter son activité, de concourir à ce qu'un enfant puisse vivre. Il me semble tout de même que dans ce pays, c'est la première des richesses. Quand on voit en plus la pyramide des âges dans notre pays, il serait peut-être temps de protéger nos enfants. Certes. Non, mais vous avez... Je crois que là-dessus, personne vous donnera tort, Jean-Philippe de Garat. Mais alors, continuons. Quand est-ce que juste pour rappeler l'histoire, parce que c'est important, et puis on va déboucher sur d'autres
on va élargir le champ, bien sûr, mais quand est-ce que les gens ont commencé, que les soupçons ont commencé à converger sur Fourniret? Fourniret a été arrêté, non pas parce que Monique Olivier l'a dénoncé, non pas parce que la police française l'a arrêté, mais parce qu'une jeune fille de 12 ans, dont le nom m'échappe, Marie-Angélique ou un nom approchant, en Belgique, a réussi à lui échapper, s'est fait, prendre en stop par une dame qui a fait un demi-tour et qui a rencontré par hasard le véhicule de Fourniret. Il a été donc, à ce moment-là, interpellé et arrêté en Belgique, puis extradé en 2006. C'est en 2006, ça. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que Fourniret, quand on parle de Monique Olivier, il était en prison pour les affaires de mœurs en 87, lorsqu'elle lui a écrit et qu'elle l'a épousé. Et que les crimes ont commencé ensuite. Nous sommes en 2003. Et donc pour vous, Monique Olivier, sans faire, on ne va pas devancer le procès, mais quand même, vous, quand je vous ai dit complice, vous dites non, vous dites elle est co-auteure. Mais je parle de profanation parce que c'est vraiment le mot qui me semble s'imposer. On a profané la vie d'un enfant, on a profané son entourage, on a profané un village, et le nom même d'Olivier, c'est un arbre de paix. Oui, on aurait envie de ricaner si on n'avait pas envie d'en pleurer. Vous avez raison, mais au fond, donc, il se passe ceci, je termine, donc, Fourniret est arrêté, et quand est-ce qu'il avoue? Très tard. Non, en réalité, il y a un alibi, mais alors, enfin, je ne vais pas faire le procès du procès. Non, mais... Monique Olivier dit qu'il a passé un coup de téléphone des Ardennes à son fils, et on tient cette chose pour acquise, bon, très bien, et il faut qu'elle démonte cet argument pour qu'il avoue en 2020, il meurt en 2021. Le il a avoué crime, en 2020. Nous sommes en... Oui, les 17 ans après le crime. Absolument. Ça. Donc, voilà. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, parce que c'est un drame qui a touché tout le monde, et puis au-delà de ça, on va parler de la justice. À la veille, donc, du procès de Monique Olivier. Ouais, juste après cette petite pause, on prendra vos appels au 0826 300 300. On est toujours avec Jean-Philippe Carat, qui est notre invité de ce face-à-face aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Désenchanté, Mylène Farmer, les années 90. Jean-Philippe de Garat, vous avez intitulé votre roman « Un monde perdu ». Un monde perdu aux éditions du Lys Bleu. Pourquoi un monde perdu? Mylène Farmer, c'était une génération désenchantée, mais quand vous perdez un enfant, vous perdez tout un monde. Et la seule solution, c'est de tourner le dos à ce monde. C'est l'histoire de ce roman d'un homme qui change tout, qui va d'ailleurs quitter son pays, etc. Et Éric Mouzin, lors de la dernière réunion de son association, a dit 20 ans, et il a maintenant 68 ans. Et il s'est battu pendant 20 ans, il a réussi, mais on a réussi jusqu'à un certain point, puisque quand je parlais de profanation, je rappelle tout de même que la dépouille d'Estelle n'a toujours pas été retrouvée. Ah oui, on ne sait toujours pas rien. Alors qu'il y a eu des fouilles et qu'il faut rendre hommage, là il faut être juste, il faut rendre hommage à l'avocate et au juge d'instruction parisien, qui ont été remarquables, mais trop tard. Enfin ça c'est terrible. Et jusqu'à aujourd'hui, et vous pensez que Monique Olivier... Je ne pense pas. Je ne suis pas dans la tête de cette femme. Je voudrais juste dire que lorsqu'on joue avec les portes de l'enfer, on s'expose à réouvrir d'un débat. Et je voudrais dire la chose suivante. Nous vivons dans un monde, nous ne sommes pas dans un bocal indépendant. La Hongrie, l'Italie, la Hollande, la peine de mort, de toutes les façons, que l'on le veuille ou que l'on le veuille pas, va être un thème qui va ressurgir en France. Évident.
Alors il y a déjà commencé d'ailleurs. Mais... Il y a des arguments contre l'erreur judiciaire, l'attractivité paradoxale, Jean Genet en parle très bien, le condamné à mort en prison, il passe pour un dieu, le fait que dans un état athée, on puisse infliger une peine qui est réservée à Dieu, et puis surtout, l'argument fort, c'est que la mort n'est pas une peine. Tout le monde va mourir. Hein. Autour de cette table, nous allons tous mourir. Mais si on a 3 ans, tout le monde va mourir, mais on peut mourir plus ou moins tôt. Exactement. Plus ou moins tard. Et alors, quand vous regardez les arrêts des chambres ardentes ou des tribunaux ecclésiastiques, vous vous apercevez, dans le passé, que lorsque la peine de mort était infligée, c'était pas la mort qui était infligée. On disait, cette femme, cet homme a ouvert les portes de l'enfer. Et c'est exactement la sensation que l'on a dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il y avait un village paisible, avec une jeune fille qui avait une vie de collégienne, avec une maman, une sœur, et tout d'un coup quelqu'un arrive et elle concourt, c'est pour ça que la complicité, pour moi c'est la coaction, oui. Elle concourt à ouvrir les portes de l'enfer. Et donc, il faut être pratique. C'est quoi la Terre ? La Terre, c'est une surface de 13 km. On n'a jamais réussi à perforer davantage que 13 km. Et au centre, c'est quoi ? C'est du feu. Donc, ouvrir les portes de l'enfer lorsqu'on vit près d'un volcan, ça veut dire quelque chose. Et lorsque soit l'Église, soit l'État condamnait quelqu'un à la peine capitale, auparavant, c'était « on vous renvoie vers votre enfer ». Nous n'acceptons pas que les portes de l'enfer soient ouvertes sur Terre. Et alors, écoutez, quid, moi, une phrase qui m'a beaucoup frappé, effectivement, c'est l'écrivain Alphonse Karr. Alphonse Karr disait, un écrivain de fin 19e, début du 20e siècle, qui disait, écoutez, moi, je suis contre la peine de mort à une seule condition, que messieurs les assassins commencent. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème qui est posé ? Parce que quand on dit oui, mais ça ne ramènera pas la personne qui est morte, oui, mais ceci, oui, mais c'est pas l'exemplarité, on va pas refaire le débat sur la peine de mort, encore que je compte l'organiser bientôt. Pourquoi ne pas parler de tout, y compris de ça, sur cette peine de mort et cette peine de vie ? Et vous, quelle est votre, je dirais ma conviction, votre parti là-dessus, Jean-Philippe de Garat ? Je vous ai dit, il y a plusieurs arguments contre, et ce qui me semble le plus important, c'est que ce n'est pas une peine. La connexion entre la mort et la peine me semble quelque chose... J'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence devant des étudiants en langue anglaise de toute nationalité, des Malais, des Canadiens, pour l'Institut d'économie scientifique et de gestion à Lille, Paris La Défense. Il y avait également une Texane. Et cette Texane a dit, elle avait 23 ans, je suis favorable à la peine de mort parce que je ne suis pas d'accord pour payer l'entretien et l'hôtellerie de quelqu'un qui a ouvert les portes de l'enfer aux États-Unis, in God we trust. Et donc, je ne veux pas l'entretenir. Bien sûr, je parle en 40 ou 50 ans. Je rappelle que Lucien Léger est resté 40 ans en prison. Ouais. Non mais donc... Personnellement, encore une fois, vous êtes pour que ce débat ait lieu. Le débat, de toutes les façons, la tendance lourde sur le plan politique auquel nous assistons, qu'on le veuille pas, il faut arrêter de prendre ses désirs pour des réalités, il faut voir la réalité en face. Je suis désolé, il y a eu un jeu de mots qui a été fait un jour sur Fourniret, Gilles de Rais. Gilles de Rais, oui. Le fameux seigneur qui a tué combien des milliers oui, on ne sait pas très bien. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'était un compagnon qui écrivait à Jeanne d'Arc. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne parle pas dans le cas de Fourniret, il y a de la pédocriminalité. Ben ça c'est évident. De toute façon, la commercialisation des corps, la commercialisation de tout, ce n'est pas un scoop. Le trafic d'organes, ce n'est pas un scoop. On ne veut voir... Le drame, c'est le nombrilisme, ce que j'appelle l'esprit provincial. On veut toujours résoudre les questions en oubliant que l'Afrique, l'Asie existent. Mais on ne peut pas s'en abstraire. La Méditerranée, c'est pas très large. Les vols aériens sont assez importants. Les containers qui nous arrivent de Chine et d'ailleurs, ils arrivent par dizaines de milliers chaque jour. Donc il faut arrêter de se voiler la face et de penser, comme certains dans le centre de Paris, que tout se résout par les petits oiseaux et des plantes vertes. Et les ballons et
Et les bouquets de fleurs. Exactement. Et les marches blanches. Et les marches blanches, c'est bien Proust, mais la princesse de Guermantes maintenant, c'est Estelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la chose qui est quand même terrible, c'est que est-ce que ce procès, en fait, ne va pas être pour rien, Jean-Philippe de Garat? Alors, parce que tout, on sait tout maintenant, on le sait déjà. Qu'est-ce qui va être révélé dans ce procès? Je ne veux pas faire de la prédiction, ça n'a pas de sens, mais quand même, on sait tout ce qui s'est passé. Alors vous allez m'étonner moi-même, mais là je serai optimiste. Ah bon? Parce que on a un exemple dans l'histoire de la mode du Caire, où 3 semaines d'audience pour l'histoire de... Quelle histoire? La mode du Caire, c'était un petit garçon, une petite fille qui avait été violenté et tué par un homme qui avait mis en cause son compagnon. Et ce compagnon était Richard Roman, qui a été innocenté pendant les assises. Ah oui, la fameuse histoire, oui. De la mode du Caire. Quand vous parlez de pédocriminalité, on a en plein dans le sujet. Et donc, moi, je ne désespère pas des assises. Je pense d'ailleurs que c'est un lieu, il y a des jurés, on se demande d'ailleurs pourquoi il y a des magistrats professionnels lors du délibéré, mais ça c'est une autre question, mais il y a des jurés, il y a des Français... Qui appartiennent à la société civile, et qui diront, je l'espère, ce qu'ils ont à dire. Il faudrait tout de même que la justice soit rendue au peuple dans ce pays. Oui, ce ne serait peut-être pas nommé, et pas seulement par le ministère de la Justice, et par des gens uniquement nommés par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, pour l'instant, il s'occupe beaucoup de son ministre lui-même, j'ai l'impression. Oui, je crois. Je me suis laissé dire qu'effectivement, il était très occupé de ce point de vue-là. Mais pour revenir, en fait, à votre roman, à Un monde perdu, Jean-Philippe de Garat, à cette éternelle histoire, mais... C'est vrai, enfin, on ne voit pas parler, enfin, Dostoïevski, Crime et Châtiment, tout le monde en a parlé, c'est une histoire vieille comme l'humanité, hein. On va pas revenir à Abel et Caïn, mais est-ce que, au fond, est-ce que en supprimant la peine de mort, est-ce que j'allais pas le dire, la banalisation des esprits, n'exagérons pas, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dont la société s'est privée, à tort ou à raison? Effectivement, honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question, je suis pas violemment contre, je ne suis pas pour, mais je me pose des questions et je crois que je suis pas le seul. Je crois qu'il est très difficile d'être favorable à la peine de mort quand on est athée, parce qu'il n'y a pas de justice divine. Dans tous les pays, comme les États-Unis, in God we trust, c'est possible parce que si la justice humaine se trompe, il y aura une justice divine. Oui. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église a pu prononcer des peines de mort, qui encore une fois, je le rappelle, ne sont pas des peines de mort. On renvoie à l'enfer celui qui a ouvert les portes de l'enfer. Sauf quand il y a erreur judiciaire, et là c'est grave. Mais il peut y avoir erreur judiciaire, comme vous le savez. Erreur judiciaire, mais il y a un autre aspect des choses, et qui est un des arguments contre la peine de mort, c'est que Jean Genet l'écrit très bien dans certains de ses ouvrages, dont le nom m'échappe à l'instant, c'est que le condamné à mort en prison, vous savez qu'il y a un phénomène d'inversion, que les tueurs sont considérés, ou les gens qui ont fait des braquages sont considérés comme des héros, et donc il est divinisé en prison. Ça dépend. Le tueur en prison, celui qui est condamné à mort, à l'époque de la peine de mort... Oui. Pardon, Jean-Philippe Dugard, les tueurs d'enfants étaient Non, mais pas maintenant. Vous parlez de l'époque. Oui. À l'époque, lorsque les gens étaient condamnés à mort, et parce que l'exécution... Ah oui, ils devenaient... Je comprends. Parce qu'ils sont dans une sorte de phase, ils sont déjà partis, en quelque sorte. Vous allez suivre le procès de Monique Olivier ? Suivre... pas aller à la journée. Non, je n'irai certainement pas, mais ce qui est important, c'est ce que diront les personnes qui y participent. Et par-delà ce procès, je crois que ça nous oblige à une réflexion sur ce que nous voulons dans cette société. Et la protection des enfants, on le voit ces dernières semaines, devient vraiment quelque chose de fondamental. On l'a vu avec le film Sound of Freedom,
qui était un film remarquable, enfin que j'ai vu et que nous avons beaucoup défendu. Jean-Philippe de Garat, merci. Je crois que, en tout cas, lisez ce livre, il vous ouvrira. Un monde perdu, publié aux éditions Le Lys Bleu. On va se retrouver demain, André Berkoff, à partir de midi. On sera en direct avec un agriculteur du Tarn qui nous parlera de tous les problèmes auxquels il est confronté en ce moment. Rendez-vous demain à partir de midi. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio qui vous parle pour pourquoi faut-il s'éviter de s'envoyer des sextos. À demain sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.